Ceux qui n'apprennent pas de l'histoire sont voués à répéter les mêmes erreurs. Georges Santayana. Bonjour à tous et bienvenue dans Découvre Bitcoin. Vous êtes dans le chapitre 2 de notre formation sur qu'est-ce que c'est Bitcoin, le parcours Bitcoin pour débutants. Je suis Roxy et aujourd'hui nous allons parler des monnaies fiduciaires, l'euro, le dollar. Pourquoi j'ai voulu commencer avec cette citation? Parce que je pense qu'elle est fondamentale pour comprendre où est-ce qu'on en est dans le monde et qu'est-ce qui va se passer si finalement les croyances que nous avons dans notre système, dans les institutions en place, la Banque Centrale Européenne, la Fed, l'État finalement, venaient à s'ébranler, s'écrouler et du coup la monnaie avec. Pourquoi ça? Simplement parce qu'aujourd'hui, l'intégralité de notre système financier est basée sur la confiance, la croyance. Comme on l'a vu dans le chapitre juste avant, la monnaie est finalement une illusion collective basée sur la confiance. Si vous pensez que c'est une monnaie et que vous l'acceptez et que je pense la même chose, nous pouvons échanger. Naturellement, il y a des caractéristiques qui font qu'on a une bonne monnaie ou une mauvaise monnaie et c'est pour ça finalement qu'on utilise des choses principalement les mêmes, à savoir l'or à travers le temps. Aujourd'hui, comme on a confiance dans le système, l'euro, le dollar et pour les bitcoiners, Bitcoin. Dans cette vidéo et de ce chapitre, on va vraiment parler des monnaies fiduciaires. Finalement, qu'est-ce que c'est une monnaie fiduciaire que moi je vais appeler du coup fiat? C'est une monnaie qui repose sur la croyance des institutions qui les régulent. Pas de croyance, pas de valeur. C'est extrêmement important de comprendre ça parce que c'est la fondation de notre problème en fait. Et pourquoi je dis que c'est un problème? C'est un problème parce que en fait, finalement notre confiance dans le système est en train de s'ébranler de façon assez rapide et ça s'accélère un petit peu partout dans le monde. Maintenant, on va me poser la question de pourquoi est-ce que notre confiance dans le système s'ébranle? Parce qu'ils impriment autant d'argent qu'ils veulent à l'infini. Du coup, on a de l'inflation. Si on a de l'inflation et que la dette explose de tous les côtés, on se pose des questions fondamentales qui sont « mais attends, pourquoi est-ce que ma monnaie vaut de moins en moins? Pourquoi mon pouvoir d'achat est en train de s'ébranler? Et pourquoi je suis de plus en plus pauvre ?» C'est ce qu'on va essayer de répondre dans ce chapitre. Donc, je vais vous faire un petit cours d'histoire très bête, et un peu simplifié d'ailleurs, sur comment est-ce qu'on est passé de l'euro, enfin plutôt de l'or, excusez-moi, au dollar, aux monnaies fiduciaires. Et en fait, il faut retracer quasiment 100 ans d'histoire. Et c'est cette courbe qui, je trouve, l'explique assez bien. Ce que vous voyez là, c'est littéralement le pouvoir d'achat de 1 dollar, ou de 100 dollars, du coup c'est plus simple de mettre 100 dollars, à travers le temps. Et cette courbe que vous voyez là, donc la deuxième courbe qui monte au ciel, c'est la dette, ou du moins plutôt l'impression monétaire des États-Unis, à savoir M1, M2. À savoir combien d'argent a été créé en plus de ce qu'il y avait initialement à travers le temps. Et en fait, il ne faut pas être un génie pour se rendre compte que de plus les États et les banques centrales impriment de l'argent, de plus vous allez devenir pauvre. Et littéralement, le pouvoir d'achat américain sur 100 ans, donc de 1900 à quasiment 2020, a perdu 98% de sa valeur. 98%. Si on prend l'euro depuis sa création, c'est quasiment 30%. Vous avez tous perdu 30% de votre pouvoir d'achat depuis la création de l'euro. Et je ne parle même pas de la transition entre les différents francs. Si on prend le pound anglais, on est sur du 99,9% de perte de sa valeur initiale depuis sa création, bon, sachant que c'est l'une des plus vieilles monnaies. Qu'est-ce qu'on a en commun avec toutes ces monnaies fiduciaires basées sur la confiance? C'est simplement en fait qu'il n'y a rien pour les soutenir. Il y avait de l'or à la base, mais l'or a depuis longtemps été dilué et aujourd'hui on se retrouve avec quasiment plus d'or, mais beaucoup de monnaie. Donc en fait, ce qu'on appelle l'inflation, c'est simplement une taxe cachée sur votre pouvoir d'achat. L'inflation, c'est un outil parfait pour un État de petit à petit dévaluer sa monnaie, ce qui lui permet de rembourser plus facilement sa dette et de financer des projets qu'il ne pourrait pas financer autrement. Pour financer une guerre, par exemple, il doit ou vendre des bons du trésor ou alors vous taxer. Il ne peut pas vous taxer plus, et à un moment vous allez dire c'est chiant de taxer pour aller faire la guerre à l'autre bout du monde et il ne trouvera pas assez d'investisseurs. Donc une solution, c'est finalement frapper la monnaie, d'évaluer le pouvoir d'achat de tout le monde de 1%, 2%, 3%, petit à petit sans que les gens s'en rendent compte, ce qui va lui permettre de créer plus de monnaie et ce qui va lui permettre du coup d'aller financer des projets. J'ai parlé de guerre, mais ça peut être également de l'infrastructure, donc c'est un grand sujet politique, à savoir est-ce que la monnaie devrait être fondante, est-ce que l'État a le droit de la monnaie? Et si vous avez compris un petit peu où va la révolution Bitcoin vient séparer fondamentalement l'État et la monnaie. De la même façon qu'on a séparé du coup la religion et l'État, on va faire la même chose avec Bitcoin. On va détruire le pouvoir que l'État a à contrôler le système financier, bancaire, monétaire. N'en déplaise à beaucoup de monde.
Mais c'est là où une révolution généralement, ça ne plaît pas à la caste qui est au pouvoir. Donc, je vais vous expliquer un concept très simple. Vous avez une pièce de 1 gramme d'or. Vous voulez aller en guerre, continuer votre conquête. Vous avez besoin de plus de pièces pour continuer à payer plus d'armées. Et bien, ce que vous allez faire, c'est qu'après 1 an, vous allez faire une pièce qui a plus que 99% d'or et 1% de cuivre ou d'argent. À travers le temps, vous allez continuer à faire ça. On appelle ça frapper la monnaie, la dévaluer à travers le temps. Au bout de 100 ans, 200 ans, 300 ans, finalement, vos pièces, ils ont beau avoir la tête d'un différent empereur, d'un différent roi, d'un différent seigneur. La réalité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus d'or dedans. L'or a disparu, elle est partie à l'étranger, dans des gens qui ont mieux géré leur épargne, qui ont mieux géré leurs pièces, et votre pièce à vous a plus que du bronze et de l'argent. Naturellement, les gens refusent d'utiliser cet argent, cette type de monnaie, parce que c'est facile d'aller piocher plus d'or et de bronze, donc c'est facile de créer plus de fausses monnaies, donc c'est facile de la continuer à dévaluer. Donc les gens veulent de l'or, ils vont utiliser la monnaie étrangère. Finalement, l'empire a perdu son pouvoir, un autre empire a gagné son pouvoir monétaire. Bref, ce que je viens de vous décrire, c'est la chute de Rome. Mais ce changement finalement monétaire et d'empire est très lié à la monnaie fiduciaire parce que depuis tout le temps, les gens l'ont fait. Alors c'est pas nouveau de frapper monnaie et c'est pas du tout nouveau d'évaluer à travers le temps. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que les empires et les réserves de valeur évoluent avec le temps. Dans le sens où, à une époque, c'était le Portugal, puis l'Espagne, puis les Hollandais, vous le savez. La France a été l'empire monétaire avec Napoléon en l'occurrence. Ça a été les Anglais avec la Révolution. Aujourd'hui, c'est les Américains. Et qu'est-ce que ce sera plus tard? On n'en sait rien. Mais naturellement, quand un empire prend le pouvoir parce qu'il a un avantage monétaire, économique, financier, industriel, il va naturellement utiliser finalement la planche à billets, parce que pourquoi il ne le ferait pas après tout? Il a le droit, il a le privilège exorbitant de pouvoir le faire, donc il va dévaluer sa monnaie, et au bout d'un moment, il l'aura tellement dévalué que sa monnaie ne vaudra plus rien, il perdra son pouvoir, l'empire va décliner jusqu'à notre destruction. C'est extrêmement étudié, et donc en fait, on peut étudier les montées et descentes des empires à travers leur monnaie finalement. Pour le dollar, du coup, le système a été très facile en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont créé la banque centrale à la fin du XVIIIe siècle. Ensuite, un moment, c'était Roosevelt qui a fait un ordre exécutif qui a dit « Et tout le monde, vous êtes obligé de me donner votre or ». Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis une loi qui dit « Si jamais vous ne me donnez pas votre or, vous irez en prison, vous aurez des très grosses amendes ». Donc il a littéralement volé l'or de toute la population américaine, officiellement, hein, parce que c'est l'État, il fait ce qu'il a envie. Et du coup, il a mis l'or dans son coffre. En mettant l'or dans son coffre, il a pu du coup émettre des billets par rapport qui étaient basés sur l'or. À travers le temps, cette parité or-dollar s'est dégradée. Donc au début, où, par exemple, quand il a fait l'ordre, l'or et le dollar étaient à 1 pour 15. Après qu'il ait fini l'ordre, il l'a monté à 1 pour 30. Donc littéralement, il a doublé la valeur de l'or, mais comme c'était lui qui avait l'or, il a simplement appauvri la population par 2. Donc il a dévalué finalement le pouvoir d'achat des gens. Au bout d'un moment, Nixon, dans les années en 71, à la fin de Bretton Woods, a décidé que la parité entre l'or et le dollar devait disparaître. Donc depuis 71, l'économie est en roue libre, dans le sens où finalement, il n'y a plus d'or qui est baqué, enfin les dollars ne sont plus baqués sur l'or. Les dollars étaient la réserve de valeur mondiale à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Toutes les monnaies sont devenues baquées sur rien, à savoir du vent, donc on peut imprimer autant qu'on veut. Résultat, qu'est-ce qu'on fait? On imprime autant qu'on veut. Money printer go brrr, c'est-à-dire qu'ils impriment, ils impriment. Aujourd'hui, pour vous donner une idée très simple, depuis le coronavirus, depuis donc la crise qu'on est en train de vivre ou qu'on a vécue, quasiment la moitié des dollars ont été imprimés. On est sur des centaines, enfin on est sur des trilliards de dollars, des centaines de milliards de dollars imprimés, donc de la fraîche dette, de l'argent créé de nulle part pour stimuler l'économie. Le problème, c'est que ce n'est pas le Covid. Le problème, c'est qu'en fait, on a donné cette possibilité aux politiciens et du coup, ils vont l'utiliser. Pendant la crise des subprimes de 2008, c'était déjà plusieurs milliards et trilliards qui ont été imprimés pour sauver l'économie, sauver les banques de leur propre incompétence. Et ça va continuer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, au lieu de laisser par exemple Air France faire faillite, on va imprimer de l'argent pour maintenir des sociétés zombies. En Europe, c'est quasiment 50% des sociétés qui sont littéralement des sociétés zombies, c'est-à-dire des sociétés qui ne sont ni rentables, ni qui ne peuvent pas survivre sans de l'impression monétaire. Donc en fait, on est dans une destruction même du marché libre et du système économique parce qu'on doit forcément imprimer pour continuer à maintenir l'illusion qu'on a créée.
Si on arrête d'imprimer, notre système s'écroule et de plus on imprime, de plus vous allez devenir pauvre parce que du coup ça crée de l'inflation, votre pouvoir d'achat va baisser. Donc si aujourd'hui vous vous demandez pourquoi est-ce que le gaz explose, si vous vous demandez pourquoi le bois explose, si vous vous demandez pourquoi la viande explose, si vous vous demandez pourquoi l'immobilier explose, les actions explosent, pourquoi vous êtes plus pauvres et les plus riches sont plus riches, pourquoi la caste des 0,01% est en train de s'enrichir, ont triplé, quadruplé leur fortune, pourquoi les milliardaires français ont triplé leur fortune depuis le Covid et vous êtes tous littéralement plus pauvres, c'est à cause de l'impression monétaire. C'est aussi simple que ça, c'est parce que les banques font du QE, c'est parce que la banque centrale imprime, c'est parce qu'on crée de la dette. Ça s'appelle le cantillon effect. Le principe est simple, c'est d'ailleurs un Français qui l'a trouvé, ce principe, c'est que de plus vous êtes proche de la source d'impression monétaire, de plus vous allez vous enrichir avant que ça soit distribué au reste. Donc finalement, les banquiers, les milliardaires, les sociétés, la bourse, le système financier récupèrent l'argent fraîchement imprimé des banques centrales et des États, s'en mettent plein les poches, font grossir leur balance d'actifs, à savoir la bourse, et puis vous avez les miettes à la fin. Réalistiquement, ça fait quoi? Ça fait que vous êtes plus pauvres, ils sont plus riches, ça crée des inégalités dans notre système social qui poussent à l'extrême, que ce soit à gauche ou à droite. Pour maintenir cette illusion de société qu'on a encore aujourd'hui, vous êtes obligé d'aller de plus en plus dans l'autoritarisme, frapper les manifestants, empêcher une révolte, garantir que leur pouvoir d'achat va rester, bloquer les prix, socialiser la perte, finalement créer un système de contrôle monétaire absolu qui va empêcher les gens de quitter une monnaie qui est en train de périr. C'est exactement ce qui est en train de se passer et l'objectif final, ou du coup la seule solution qui reste aux États actuels pour maintenir leur emprise, vu qu'ils ont imprimé des sommes astronomiques de dettes qu'on ne va jamais pouvoir rembourser, que vos enfants vont devoir payer, que je vais devoir payer toute ma vie, que mes enfants vont devoir payer toute ma vie, c'est de dévaluer sa monnaie pour rendre la dette plus facile à payer. Nous ne pouvons pas remonter les taux d'intérêt pour une vidéo qui serait beaucoup trop poussée techniquement, mais grosso modo, si on remonte les taux d'intérêt, la dette est impayable, donc notre système s'écroule. C'est quoi la moralité de cette histoire? En fait, on a simplement emprisonné notre système financier à travers des régulations des banques pour dire qu'aujourd'hui, notre système est trop gros pour échouer. Notre système ne peut plus être détruit parce que si on arrête d'imprimer, si on arrête de sauver les banques, si on arrête de sauver les sociétés, tout le monde est au chômage, la monnaie s'écroule, les fonds de pension sautent et c'est une crise économique comme en 29 et pour 10 ans on est en austérité et c'est le bordel. Comme aucun politicien aujourd'hui n'a le courage de faire un vrai changement drastique, on va continuer à imprimer de l'argent, on va continuer à appauvrir tout le monde, on va continuer notre système jusqu'à ce que finalement il explose de lui-même. Mais malheureusement, c'est un petit peu notre seule solution parce que on n'a pas d'alternative. Et on n'a pas d'alternative parce qu'on a laissé couler finalement cette manipulation monétaire pendant trop longtemps. Et franchement, là, on est un petit peu à la fin. On est à la fin d'un système et donc le début d'un nouveau. Et les transitions d'empire et de système sont très chaotiques si on étudie un petit peu l'histoire. Malheureusement pour vous, ce que je pense et ce que de nombreux bitcoiners vont vous dire, c'est que c'est inévitable dans ce contexte qu'on ait l'arrivée en fait des CBDC. En français, en anglais du coup, c'est Central Bank Digital Currency. En français, ce serait les crypto-monnaies des banques centrales, les MNBD, je pense, mais je ne suis pas sûr de la terminaison française, qui sont finalement des crypto-monnaies en fait comme Bitcoin, qui veulent surfer là-dessus, qui est décidé par une banque centrale et qui va permettre de faire énormément de manipulations financières qui ne sont pas possibles aujourd'hui. Donc l'idée c'est très simple, aujourd'hui vous utilisez une banque et donc c'est vous avec votre banque et votre banque avec la banque centrale. Si demain ils arrivent à mettre une CBDC, une crypto-monnaie des banques centrales, ça va directement être vous avec les banques centrales. Comme ce sera un portefeuille digital, ce sera extrêmement facile de tracer 100% des transactions, ce sera extrêmement facile de détruire le cash et d'arrêter l'anonymat, ce sera extrêmement facile de envoyer de l'argent en hélicoptère monnaie directement à des gens, ce sera très facile en fait de stimuler des secteurs de l'économie qui sont en déficit. Donc en fait, on est sur de la planification centralisée à l'extrême de notre économie. En mode, on continue la folie du contrôle un petit peu plus loin et ce sera possible grâce à la technologie que Bitcoin a finalement démocratisée. Les CBDC sont littéralement ce qui est en Chine, à savoir un portefeuille étatique contrôlé avec une organisation centralisée qui décide qui a le droit de dépenser, quel montant, pourquoi. Vous avez déjà dépensé X en train, vous n'avez plus le droit de dépenser pour des trains. Vous avez envie d'acheter des pommes de terre, les pommes de terre sont à tel prix parce que c'est décidé, etc. Donc c'est vraiment la destruction même de la liberté financière et c'est un chemin très dictatorial
qui, à mes yeux, et aux yeux de beaucoup de personnes qui défendent les droits humains et la liberté, qu'il faut arrêter. Mais sachez que c'est inévitable que ça soit mis devant la table et que ça soit implémenté petit à petit. La question, c'est quel système vous voulez? La question, c'est finalement, est-ce que vous voulez pour vos enfants avoir un système libre où les transactions sont anonymes ou pseudo-anonymes, où vous êtes libre d'envoyer de l'argent à l'autre bout du monde, vous êtes libre de quitter le navire fiat, vous allez dans un système où il n'y a que 21 millions de bitcoins, donc il n'y a pas d'impression monétaire possible, un système détaché de l'État, des politiciens, des régulateurs, ou est-ce qu'on veut continuer vers un système très centralisé où on pense que cette élite, pour notre bien évidemment, est capable de diriger l'économie, de micromanager l'économie pour pas que tout s'écroule. C'est un choix qu'on va tous devoir faire, c'est une décision qui ne va pas être la vôtre vu que c'est les politiciens qui vont décider pour vous, mais c'est un choix que vous devez faire. Quelle monnaie vous allez utiliser? Est-ce que vous voulez une CBDC où tout est tracé, dystopique à la chinoise, ou est-ce que vous voulez une monnaie libre comme le cash, à savoir Bitcoin? Voilà, c'est politique, clairement, il n'y a pas à se le cacher. Après, ça ne veut pas dire que je vous donnerai qu'un point de vue, je vous donnerai les deux points de vue, parce qu'en effet, détruire le pouvoir de l'impression monétaire des États, c'est également extrêmement... Ça a beaucoup de conséquences en fait, socialement. Ça veut dire que comment on aide beaucoup de gens, comment on continue à sauver l'économie quand on a une crise, comment on va payer votre retraite, comment on va payer l'assurance santé, comment on va continuer à vous donner tous les avantages que l'État vous fournit quand l'État ne sera incapable, impossible physiquement de créer de la monnaie parce qu'il ne peut pas créer plus de bitcoin, il peut créer sa monnaie, il peut créer plus d'euros, mais il ne peut pas créer plus de bitcoin. Voilà, c'est un changement complet de paradigme et de pensée philosophique, enfin pensée monétaire. Hein. Je suis là simplement pour vous expliquer que ça existe, je suis là pour vous expliquer pourquoi techniquement ils ne peuvent pas arrêter Bitcoin, comment ça marche. Je ne suis pas là pour vous dire si c'est bien ou pas bien. Vous savez mon avis, vous savez que j'ai des bitcoins, donc évidemment pour moi c'est positif. Mais on est là pour apprendre, le débat politique sera plus dans d'autres vidéos, d'autres chapitres plus loin. Sachant que vous ne pouvez pas faire un débat politique sur Bitcoin si vous ne comprenez pas Bitcoin, d'où l'intérêt de cette formation. Apprenez ce qu'est Bitcoin, une fois que vous avez compris, vous vous ferez votre avis, et là on peut débattre des aspects plus géopolitiques, des conséquences de cette création. Mais ça ne sert à rien de débattre si vous ne savez pas c'est quoi Bitcoin, parce que vous allez dire bêtement « Ah, il faut le bannir parce que sinon l'État va littéralement perdre tout son pouvoir ». Ok, mais vous ne pouvez pas le bannir. Donc si vous ne savez pas que vous ne pouvez pas le bannir, déjà le débat va être complètement biaisé. Donc voilà, c'est important que je précise ça, c'était pas prévu dans mon script ni rien, même s'il n'y a pas de script, c'est l'impro à chaque fois. Mais voilà, je me permets de le dire, j'espère que ça vous plaît. Encore une fois, je vous ai prévenu que ça allait être assez intense. Moralité de l'histoire, 2 scénarios possibles pour le futur. Vous continuez à vous appauvrir à travers le temps et vous êtes de plus en plus pauvre avec une inflation à 1, 2%, des fois 7%, des fois 12%, 15%. Et au final, le système se maintient dans sa médiocrité, son statisme et sa destruction lente et programmée. Scénario pas cool, c'est le chapitre juste après. Hyperinflation, la monnaie s'écroule beaucoup plus rapidement, en 2 ans, 3 ans, 4 ans, la monnaie est complètement démolie, toutes les épargnes sont détruites, l'inflation est de 30% par mois, 50%, 200%, 400% en l'espace de quelques semaines. Et c'est la fin d'un système parce que la confiance n'existe plus. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo juste après. J'aimerais terminer comme j'ai commencé avec une citation. La citation vient de Voltaire. La monnaie papier finira toujours par retourner à sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire 0. C'est extrêmement important que vous compreniez cette citation. En fait, ce n'est pas nous qui voulons que la monnaie parte à 0. C'est simplement que la monnaie papier, la monnaie dette, la monnaie basée sur la confiance, la monnaie qui peut être imprimée, n'est pas une bonne monnaie. Et comme ce n'est pas une bonne monnaie, naturellement, un jour ou un autre, même si ça prend 50 ans, 100 ans, 200 ans, elle ira à 0. Parce qu'on peut créer autant de monnaie qu'on veut. Donc la monnaie ne vaut rien. Et naturellement, un jour ou un autre, on perdra la confiance aux institutions et du coup, ce sera le carnage. C'est pas moi qui le dis, c'est Voltaire, mais c'est même pas Voltaire qui le dit, c'est simplement la physique. Voilà, donc n'en déplaise à tout le monde, aujourd'hui il faut se réveiller en fait et se dire comment est-ce qu'on peut garantir le pouvoir d'achat des Français, comment on peut garantir l'épargne des Français dans un monde où les politiciens n'ont aucune limite dans leur capacité d'impression monétaire. Quoi qu'il en coûte, vous serez plus, donc ça c'est Macron, Madame Lagarde, directrice de la Banque Centrale Européenne, vous serez plus heureux d'avoir un travail qu'une épargne, dans le sens où vous allez bosser toute votre vie parce que l'épargne, on va vous la démolir à coup d'impression monétaire. Bref, on est dans un système où vous ne pourrez pas économiser de l'argent. Et comme on l'a vu, la fonction primaire de la monnaie, c'est pallier le manque
le risque dans le futur, et ben, si vous n'avez pas d'argent dans le futur, vous n'avez pas d'épargne, ça va être compliqué. Vous allez devoir être dépendant du système parce que sinon, vous n'avez plus rien. Bref, je vous quitte ici, sinon vous savez que je peux parler pendant des heures, vous ne le savez pas encore, mais vous allez vite apprendre que je peux parler pendant des heures de ce thème. On se retrouve tout de suite pour la vidéo suivante sur les hyperinflations. Encore une fois, vous pouvez retrouver le poster qui est derrière moi en HD directement dans la description ou sur le site Découvre Bitcoin. Merci au Patreon de rendre ce projet possible. Pour YouTube, la suite dans une semaine ou dans quelques jours. Pour les Teachable et les formations classiques, c'est juste après. Merci à vous, likez, partagez, je vous adore. Merci aux gens qui ont rendu ce projet possible. À tout de suite. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.